Donc pour commencer, je voulais remercier Pierre Desnaux d'avoir accepté cet entretien et puis également remercier Sabine de Wulf et Sabine Zuberek et Sébastien Houette d'avoir permis que cet entretien ait lieu. Moi, ça me fait bien plaisir de rencontrer Pierre Desnaux, dont j'apprécie beaucoup les écrits. Pierre Desnaux, pour commencer, lorsque je lis votre poésie, ça m'a amené à Rainer Maria Rilke sur les élégies du Duino. Et dans les élégies du Duino, il y a dans la 8e, je crois, des élégies du Duino, il y a un moment où il dit, où il parle des créatures qui ont leur regard tourné vers l'ouvert. Ma proposition, c'est est-ce que ça vous parle si je parle de votre poésie comme une poésie tournée vers l'ouvert? Et ma deuxième petite question, ce serait si il existe un comment vous en êtes arrivé à l'écriture poétique? Ce n'est pas une petite question que vous me posez là. Il faudrait presque raconter toute une vie et évoquer tout un ensemble de livres, puisque je n'ose jamais employer le mot œuvre. Alors, je vous sais gré de commencer cet entretien en citant le nom de Rilke, qui est un des poètes que je préfère, et cela depuis toujours. J'avais eu en classe d'allemand en Hippocagne à Lille un professeur qui nous expliquait de semaine en semaine les cahiers de Malte-Lauritzbrigg. Et ce roman m'avait touché beaucoup, mais j'en ai profité pour découvrir le poète et justement les élégies de Duino. Et la 8e élégie est sans doute la plus célèbre, à juste titre, à cause justement des yeux tournés vers l'ouvert. Mais il faut toute une vie, il faut toute une œuvre pour commencer à ouvrir les yeux. Et en tout cas, c'est pas dans mes premiers poèmes que j'ai ouvert les yeux. Cela s'est fait peu à peu. C'est toute une initiation. Et l'ouvert, mais l'ouvert, ce sont les autres, ce sont ce qu'on appelle bêtement les choses, et aussi, donc c'est infini. Ouvert à ce monde, ouvert à l'infini dans ce monde, et vous voyez que même à l'âge que j'ai, je n'en ai pas terminé avec cette ouverture. Le Weltinnenraum de Rilke convient bien à ta poésie, Pierre. Et alors, répète-la, cette... Le Weltinnenraum. Oui, alors à ce moment-là, avec cette formule, c'est à la fois le dehors et le dedans. Tout à fait, le dehors et le dedans. Voilà, une porosité, porosité de l'être au monde, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout germaniste. Et cette expression-là m'avait en effet retenu. Comment la traduire d'ailleurs ? Comment on a traduit ? Le Welt, c'est le monde, et le Innen, c'est l'intime, le Raum, il y a vraiment, c'est un échange, une porosité continue entre le dehors et le dedans. Et je crois que c'est peut-être la tâche de la poésie, que de découvrir ou d'inventer cet espace où vont et viennent le dehors, le dedans. Et en cela, Rilke est très proche des grands poètes contemporains, de la présence, justement. Il est souvent pris comme modèle. Et bien sûr. Je crois qu'il revient d'ailleurs beaucoup, même dans les programmes de lycée, puisque je travaille dessus en ce moment. Voilà.
Pierre Desnos. Et est-ce que justement cet Offene ou ce Weltinnenraum, est-ce que il réapparaît pas dans votre poésie sous la forme du souffle, hein? Parce que votre poésie est une poésie du souffle. Oui. On est à Dunkerque là aujourd'hui, non loin de la plage. Bon, je vais pas dire que ça souffle, mais bon, ça souffle souvent. Ça souffle souvent. Voilà. Beaucoup. Et donc, est-ce que voilà, cet ouvert chez vous, c'est pas un ouvert, je dirais, au sens strict turbulent? Au sens de cette espèce de pneumatique là, de ce souffle qui circule dans votre poésie. Et je dirais quasi depuis les débuts, si je ne me trompe pas. Depuis les débuts, les premiers poèmes que j'ai conservés et publiés doivent évoquer les souffles. J'ai l'impression, Sébastien, d'être né à Dunkerque à l'âge de 20 ans, 21 ans, disons. Et pourquoi ? Parce que sur ce rivage, eh bien, au rythme des marées, au rythme du monde, alors le rythme même de la mer, en rapport avec le rythme de la respiration humaine, le rythme aussi des lumières, et puis le rythme des saisons, c'est ce que peu à peu j'ai compris. Ça a été au cœur de ma... Non, tu vois, j'ai employé le mot initiation, c'est pas forcément une initiation imposée par des règles ou par des rites, des rituels religieux. C'est bien une espèce de, comment dirais-je, d'introduction au monde alors, du dehors et au monde du dedans, le souffle, le vent, et ça c'est fondamental. Et je ne peux pas écrire un poème sans éprouver cette sensation, mais très forte, des souffles. Les souffles étant la vie. Hein. Et c'est vrai que dans une ville qui n'est pas un port, je ne respire pas bien. Enfin, d'autant plus que, à l'origine, nous avons, ma femme et moi, habité sur la digue même de Dunkerque, et ça a été une découverte absolue pour quelqu'un dont l'enfance et la jeunesse s'étaient déroulées dans la banlieue ouvrière de Lille. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Hier, ça soufflait fort. Mais je me sens à l'aise. C'est pas forcément la turbulence, ça peut être la tempête, bien entendu, et pourquoi pas, mais ça peut être aussi une brise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on habite, par exemple, tout près de la mer, et ici elle se trouve à quelques minutes seulement, eh bien, les variations de la marée coïncident avec les variations du vent. Et je crois que nous perdons beaucoup à ne pas être sensibles au monde physique. Hein, on perd beaucoup. Et ici, près de la mer, on a la chance, quiconque a la chance de s'intégrer au monde des éléments. Lumière et souffle. D'où l'importance. Enfin, souffle et lumière, je ne fais pas des analyses de mes textes. Hein. Lumière et souffle sont des mots-clés, me semble-t-il, hein, dans tout ce que j'ai écrit depuis, je ne sais pas moi, 50 ou 60 ans. Oui, et avec cela,
Alors, je vois dans Et pourtant, l'un de tes derniers livres parus chez Arfuyenne, hein, ces vers, systole et diastole, sac et ressac, nul d'entre nous n'a calmé le fracas du flot, de son écho, de l'écho dans l'écho. On retrouve cette rythmique du souffle, finalement, au sens large, hein, jusque dans tes derniers livres. Alors moi, la question que je me posais, c'est et ça rejoint la question de Franck, je crois. Comment es-tu venu à la poésie? Je sais que tu aimes beaucoup Victor Hugo et que c'est Victor Hugo finalement qui t'a amené à la poésie dès la classe de 5e, hein, ce goût de la poésie. Moi, je me demandais quel est finalement, quel point commun tu verrais entre la vision hugolienne et puis la tienne? Qu'est-ce qui parce que évidemment toi on parle toujours d'une certaine sobriété, hein, de ton verbe. Évidemment chez Hugo on peut pas tout à fait parler de sobriété. Et pourtant, il y a certainement quelque chose de profondément commun entre vous deux. Est-ce que tu pourrais nous l'expliciter avec tes mots? Oui, ce sont des questions vastes, hein, que vous me posez. Alors, là, ce poème, tu l'as choisi avec beaucoup de précision, parce que systole, diastole, ce sont bien les mouvements du cœur humain, et sac et ressac, c'est évidemment une façon de parler du flux et du reflux. Et donc c'est une espèce de résumé, hein, de mes vers. Alors, oui, est-ce Victor Hugo qui m'a introduit vraiment à la poésie? Je crois. C'était en classe de 5e. Et il y avait au programme les épopées de Victor Hugo et Notre-Dame de Paris. Et le professeur nous a surtout lu, des extraits de la légende des siècles donc, et de Notre-Dame de Paris, et ça m'a époustouflé ce qu'on peut faire avec des mots. C'est prodigieux. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin et de lire Victor Hugo. Les circonstances l'ont permis. Et alors, ce que j'ai retenu, évidemment, l'aspect pittoresque de Notre-Dame de Paris, puis j'aimais l'histoire, tout ça. Et la légende des siècles, là, c'était l'histoire vue par le mythe. Mais peu importe. Mais c'est pas ça qui m'a retenu, évidemment. Chez Victor Hugo, je n'ai jamais essayé d'écrire de romans et écrire des petites épopées, même des petites épopées, c'était inconcevable. Mais j'ai aimé des poèmes, par exemple, Une nuit où l'on entendait la mer sans la voir. Je ne sais plus dans quel recueil ce poème se trouve, je crois que c'est Les rayons et les ombres ou Les voix intérieures. C'était donc bien avant les contemplations. Et faut croire que j'étais déjà attiré par la mer, et l'écoute qui nous rend compte ou nous avertit d'une présence, hein, et l'écoute plus que la vue. Et peut-être ce que j'aime avant tout dans la proximité de la mer ou de l'océan, peut-être est-ce la musique des flots, si j'ose dire, hein. Plus que la vue. C'est étonnant, hein, dans cette pièce où il y a surtout des tableaux. On n'écoute pas de musique en ce moment, mais peut-être est-ce la musique qui est fondamentale.
Et donc j'ai continué à lire Victor Hugo. J'ai même écrit des livres sur Victor Hugo, un recueil de citations, Ainsi parlait Victor Hugo chez Arfuyède. J'ai écrit un livre sur sa maison de Guernesey. J'ai jamais osé m'attaquer, si j'ose dire, à l'œuvre elle-même, hein, faute de temps, faute de moyens peut-être aussi, hein, de moyens critiques. Voilà. Et donc, alors ce que j'aime, c'est que Hugo pense toujours à autre chose et il voit toujours autre chose, il entend toujours autre chose, c'est cette ouverture, pour reprendre le mot de tout à l'heure, qui m'importe. Et alors, ce qui amène Victor Hugo à écrire, par exemple, dans ce que dit La Bouche d'Ombre, soyons l'immense oui. L'ouverture suppose un acquiescement au monde dans son, j'allais dire, infinitude. Hein. Mais j'en ai jamais fini avec Victor Hugo. Hein. Je le lis toujours. Et alors, si je peux vous interrompre, ce qui est étonnant, c'est que on parle souvent de Baudelaire comme le poète de la modernité, c'est vrai, hein, il est très très présent, mais il y a aussi beaucoup de poètes qui se réclament de Hugo auxquels on ne penserait pas. Je pense à André Dubouché. André Dubouché avait fait une espèce de fragmentation de Hugo, hein, vous vous rappelez, hein, ce qui est assez étonnant. Et donc on voit que même une espèce de forme classique comme celle de Hugo ensemence encore quoi, la poésie contemporaine, dont la vôtre. Alors je rebondis sur une chose que vous avez dite, parce que vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait développer. Vous vous rappelez par exemple dans cet ancien recueil qui apparemment va être édité, hein, réédité, qui pour moi est un de vos livres les plus importants, Fragments d'espace ou de matin, vous dites à plusieurs reprises que la poésie ne dit pas non. Hein, la poésie n'est jamais de l'ordre du refus, elle est dans la louange, hein, de façon presque essentielle. Moi j'aurais tendance à concilier ce que vous dites là de la poésie comme louange à un autre fragment qui me paraît très important, qui dit la pensée sans la philosophie, la foi sans la religion, la poésie sans la poésie, qui est pour moi voilà un fragment important et qui relève aussi de ce que vous disiez de l'écoute, parce qu'en philosophie on dit souvent que la vue est le sens qui a le plus organisé la pensée. Hein, la théoria, le concept, il est d'origine visuelle. Hein, le concept comme une espèce de vue intellectuelle. L'écoute, voilà, chez les Occidentaux. C'est rare que dans la pensée on ait affaire à l'écoute. C'est parce que l'écoute suppose au contraire qu'on accueille la chose. Elle nous arrive et on est dans un état de passivité, mais qui fait aussi qu'on ne s'appartient plus soi-même. Oui. Et est-ce que c'est à ça qu'il faut penser quand vous dites voilà justement la foi sans la religion, la pensée sans la philosophie, la poésie sans la poésie? Quel est le rapport de l'auteur au poème quand il est celui de l'écoute? Oui, c'est une question en effet importante et il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Alors, est-ce que Victor Hugo, par exemple, a inspiré des poètes contemporains? L'exemple d'André Dubouché est frappant parce que dans sa jeunesse, il avait proposé une anthologie de fragments de Victor Hugo, extraits de toutes sortes de textes, souvent posthumes, des notes plus que des poèmes, etc. Mais, à l'inverse, Bonnefoy n'aimait pas Victor Hugo. Or, Bonnefoy et Dubouché sont deux contemporains qui, pour moi, ont eu une grande importance. Alors, et c'est vrai que pendant longtemps, Hugo, oui, était vénéré comme une grande figure nationale, mais le lisait-on pour s'en imprégner, pour s'en nourrir? J'en suis pas certain. Mais j'allais dire laissons Hugo, non, mais passons à un autre point de la question. C'est vrai
que dans notre Occident, la vue a été déterminante et en philosophie, vraisemblablement, je ne voudrais pas en dire trop, je serais sans doute approximatif, mais l'écoute a été négligée. Hein, et je pense à un de mes contemporains là, qui a beaucoup compté pour moi, Bernard Noël. Jamais, quasiment, il n'a parlé de l'écoute. C'est toujours le visuel, le visible, la vue et les peintres. Et on a écrit d'abondance sur ces sujets. Et bon, on ne peut pas lui en vouloir, c'est ainsi, c'est sa formation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par alors, la pensée sans la philosophie, etc. Je voulais dire par là ce que je déteste, c'est l'ordre, c'est l'organisation. Et c'est au fond tout notre apprentissage intellectuel que je rejette ainsi. Alors, oui, la poésie sans la poésie, ça c'est une expression qui, récemment, elle a été, comment dirais-je, lors du colloque de Lille, cette phrase a été citée, et je me suis posé, mais qu'est-ce que je voulais dire par la poésie sans la poésie? Par exemple, Victor Hugo disait, ce n'est pas le poème que j'aime, c'est la poésie. C'est-à-dire l'infini, hein, plutôt que ce qui tente en vain de le décrire, de le cerner, et de le fixer. Et tu le dis aussi. Toi. La poésie, plutôt que le poème. Alors, la poésie sans la poésie, bon, je voulais simplement, je voulais dire que c'était, comment dire, c'était ce qui n'était pas organisé, ce qui n'était pas codifié. C'est sans doute, quand j'ai écrit cette phrase, un souvenir de la pensée surréaliste. C'est comme ça que je l'entendais. Alors, c'est ça le problème. C'est que j'écris donc la poésie sans la poésie, et en même temps, je m'aperçois que dans mes recueils, récents ou moins récents d'ailleurs, eh bien, j'ai besoin, je m'invente, c'est ça le cas, des formes fixes. Je m'invente des formes fixes. Alors pourquoi? Peut-être pour, comment dirais-je, oui, je devrais logiquement me laisser déborder ou submergé par la poésie. Et j'essaie au contraire de la rendre présente à l'intérieur d'une forme fixe qui n'est pas liée à la tradition de la prosodie, hein, qui est celle que je m'invente sur le coup. Et donc, voilà. Alors, pourquoi ça? Parce que, je sais pas, il y a une contrainte, et cette forme préconçue a le don d'aimanter ce qui doit venir. Et alors, ce que je trouve extraordinaire avec les poèmes, c'est que dans leurs limites, ils sont capables d'accueillir le plus vaste. Et alors ça donne, j'ai une phrase, alors je ne sais plus si elle est de William Blake, hein, qui parlait de l'infini dans une coquille de noix. Tout l'infini est dans une coquille de noix.
Et quand j'ai lu cette phrase, mais il y a très 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 longtemps, j'ai trouvé ça prodigieux. Mais c'est ça qu'il faut faire. Nos poèmes, nos livres, c'est l'infini dans quelques pages. Oui, alors, à vous écouter, je pense à quelque chose dans le rapport toujours à Victor Hugo qui décidément nous aimante. C'est que vous disiez bien que chez Victor Hugo, le poème va vers la poésie comme infini. Et moi, j'ai l'impression du contraire chez vous, c'est que c'est plutôt de l'infini vers le poème. Et c'est à l'intérieur du poème qu'a lieu l'ouvert. Ça n'est pas dans une transcendance totale. Il y a toujours dans votre poésie, c'est ce qui ou dans votre poème, je pense, il faudrait plutôt dire votre poème, il y a toujours cette idée que l'infini a lieu au sens strict, dans une forme d'immanence. Chez Hugo, la transcendance, elle est plutôt verticale. Chez vous, elle est plutôt, il me semble, horizontale. Il y a cet effet d'intrication, de l'infini dans une forme plus petite. J'allais dire minuscule comme Pierre Michon, elle est une vie minuscule. Mais moi, ça me fait penser aussi à autre chose. C'est que j'avais un petit peu insisté là-dessus au plan du colloque, c'est le rapport aux politiques dans tout cela. Parce que dans les fragments d'Espace ou de Matin, je reviens à la poésie comme louange. Vous écrivez « La poésie ne sait pas dire non, sa vocation la louange ». Mais vous ajoutez tout de suite, et ça a rapport avec le petit fragment qu'on citait sur la poésie sans la poésie, la pensée sans la philosophie, mais elle ignore si fortement, si tranquillement quelquefois, ce qui caractérise une civilisation comme la nôtre, profit, raison d'État. Quelle est la plus grande force critique dont nous disposions? Elle n'en tire aucune gloire, elle ne l'est que par surcroît. Si nous lui faisions jouer ce rôle, nous la perdrions. Et je pense que c'est ça aussi la force du poème par rapport à la poésie. La poésie, vous le dites souvent, c'est quelque chose d'ornemental, d'imposant, d'institutionnel. Le poème, lui, est rebelle. Il intrigue l'infini et il échappe à la raison d'État. Oui. Son geste très localisé. J'apprécie beaucoup le mot rebelle. Et je crois que le poème est rebelle. Et alors, oui, j'ai jamais essayé de rivaliser, bien entendu, avec Hugo. Il y a en effet une très grande différence. C'est Hugo, en effet, n'a pas hésité à se perdre. Par exemple, en écrivant un livre qu'il avait osé intituler Dieu. Il s'est perdu, il n'a jamais pu terminer, c'est évident, un tel ouvrage. Et je garde au contraire le poème, et alors, ça ne me gêne pas du tout que ce poème soit aussi minuscule, par exemple, qu'un haïku. Bon, 3 vers, 17 syllabes, c'est parfait. Pourquoi écrire, j'allais dire, l'Iliade, alors qu'on peut écrire 3 vers? Bon, alors ça c'est une chose. Mais en effet, la poésie, je crois, aime ce monde, est attachée à ce monde, elle en découvre la beauté. Et c'est ça la louange. Il y a un livre, je ne sais plus si c'est là ou si c'est à l'époque où j'écrivais ces fragments d'Espace ou de Matin, et je crois qu'une série de textes courts du même genre s'achevait par la formule « remercier, pas d'autre conquête ». Oui, mais ce comportement-là, qui, à mon sens, est celui du poète tel que je voudrais l'être, eh bien, c'est une attitude de rébellion, de refus de tout ce qu'une civilisation comme la nôtre peut prôner dans sa politique, dans son économie, dans sa hiérarchie sociale, etc. C'est une rébellion. Elle a toujours été en moi.
et évidemment, vous me direz, Hugo écrivait Les Châtiments, il écrivait L'année terrible. Bon, moi je suis pas capable d'écrire des poèmes directement hostiles. Je propose une façon d'être au monde, ou une façon de parler au monde, ou une façon d'écouter le monde. Et quand je dis le monde, c'est pas forcément, ou pas seulement des arbres ou des oiseaux, c'est aussi des hommes et des enfants. Eh bien, une façon d'être qui est complètement étrangère. Je dirais même pas hostile, j'y pense pas, mais étrangère au monde tel qu'il fonctionne si mal. Alors, dire non me paraît trop simple. Dire non, c'est trop court. Dire non, il faut toujours répéter le oui. Le oui. Et c'est merveilleux, un mot qui n'a que des voyelles. Syllabe enchantée, comme tu l'appelles. Un mot qui n'a que des voyelles. Et c'est toute la voix dans sa grandeur. Oui, bah alors ça va me permettre de rebondir parce que moi je voulais vous emmener justement vers le Japon et les haïkus. Donc vous parlez de voix et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans ce petit recueil aux éditions Bronde qui pourrait être tout à fait une définition du kyudo, l'art de l'arc japonais. La citation, la forme courte est la suivante. Ne confond pas la flèche et le but, n'attend que l'imprévisible. Et partout dans vos recueils, on peut trouver des choses qui ressemblent au haïku. Donc là, ma question, c'était votre rapport au Japon, au haïku. C'est un rapport, vous savez, très fantasmé, évidemment. J'ai une petite fille, Lucie, qui, elle, a l'avantage sur moi d'avoir séjourné longtemps au Japon et de connaître la langue. Ça ne veut pas dire qu'elle aime la poésie japonaise, mais enfin, quelquefois, elle me lit des poèmes en japonais, et en particulier, évidemment, des haïkus. Alors, du Japon, je connais certaines formes d'art, je connais les jardins. J'étais allé dans ta classe, Sabine, pour parler à tes élèves des jardins japonais. J'aime les jardins japonais, surtout le fameux Ryoanji de Kyoto, ces pierres moussues dispersées, mais à des endroits très précis, d'un parterre de sable ratissé. J'aime la musique, quand ce sont des flûtes, le fameux shakuhachi, qui l'interprète, et j'aime alors par-dessus tout le haïku. Et je l'ai découvert, ce haïku, Sébastien, en lisant un livre de Roger Munier, qui s'appelait Haïku, tout simplement, et avec une préface de bonne foi. Ça remonte loin, je ne sais plus en quelle année ce livre a été publié, mais certains poètes français que j'aimais beaucoup, par exemple Éluard, à une certaine époque, avaient écrit des haïkus, et cette forme brève m'avait séduit. Voilà. Et c'est un peu mon Japon, il ne faut pas imaginer autre chose. Mais alors, oui, toute forme brève me séduit. Me séduit. Alors, évidemment, ça peut paraître bizarre que quelqu'un qui aime justement l'écrivain
français le plus prolixe, Victor Hugo, adore le haïku. Mais enfin, bon, je dirais pas que je donne l'heure entière de Hugo pour un seul haïku de je ne sais pas moi, de Issa. Et pourtant, c'est une citation d'un haïku de Issa. Nous marchons sur des fleurs, je cite de mémoire, et pourtant, et c'est un poème que Issa avait écrit peu après la mort de sa fille. Et par exemple, à la dernière page, sur la 4e de couverture plutôt, de ce « Et pourtant, l'air demande une aide, les poèmes parfois l'exaucent ». Bah, je vais faire une transition dessus. Tu parles de l'air, justement. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière, mais voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on disait. L'opposition entre donc la vue, dans la pensée occidentale, et l'écoute, qui est aussi éminemment orientale. L'écoute, c'est l'accueil, c'est vraiment le renouement au monde. Et moi, ce qui me frappe toujours, évidemment, dans ta poésie, c'est l'accueil que tu fais d'abord au son. C'est une poésie très charnelle et elle met en place vraiment tu parlais de la contrainte d'un petit poème, la forme resserrée du poème, comme un espace d'accueil de ces sons. Et tu es un grand poète du réel, de façon radicale. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est que voilà, le langage, dès qu'on parle, sépare du monde. C'est une évidence. Et toi, justement, c'est par les mots que tu te renoues au réel, mais en requalifiant les mots, et on sait que tu as une liste de mots aimés, Sébastien en avait dressé, tu avais parlé des fragments de son cosmos, une liste de noms aimés, j'en avais moi aussi écrit un certain nombre dans un cahier, des noms qui reviennent, je pense par exemple là comme ça à Lila, que tu aimais, et c'est vrai qu'il y a, en parlant de Lila, une éclosion, une floraison constante dans ton oreille, d'une saison à l'autre, et donc oui, voilà, ce qui me frappait, c'est la façon dont tu requalifies dans l'ordre du sensible chaque mot, les noms aimés en particulier qui reviennent. Et donc, pour rattacher à cette écoute, et puis le haïku, on en parlait, la culture japonaise, la façon dont ton poème ouvre un espace autour d'un mot, un mot qui rayonne, voilà, je vais rien apprendre à personne ici, un mot foyer. Et moi, ce qui m'intéressait justement, en rapport avec la musique, les flûtes, mais aussi cet auteur que tu avais cité lors du colloque, et ça avait été pour moi une révélation, Stockhausen, parce que évidemment j'adore son Stimmung, et tu l'avais évidemment cité comme à l'époque un musicien, enfin un auteur, un artiste que tu écoutais. Et donc voilà, Stockhausen qui a aussi en 68 découvert justement tout ce que la philosophie orientale, bouddhiste apportait. Et donc c'est frappant la façon, ce qu'il appelle la spatialisation du son, à quel point elle œuvre dans tes poèmes. Il y a une espèce on a l'impression que les sons tournent, ils varient, il se modifie. Le terme paronomas serait trop réducteur pour décrire ce qui se passe dans tes poèmes. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, jusqu'à, voilà, je dirais, la façon dont tu te rattaches au réel. Donc c'est donc en rematérialisant les mots, et un vers me frappe au tout début donc du recueil. Et pourtant, la poésie finalement pour toi, ce serait, je me trompe de recueil, pardon. C'est dans la plus que présente. Oui, voilà, désolé, c'est les aléas du direct. Voilà, on apprendra ainsi à dire exactement leur nom. Tu parlais des pierres, des choses. Apprendre à dire exactement le nom des choses, et c'est vraiment l'oraliser, le proférer. C'est tout le rapport à l'air, aux éléments, au souffle, ce qu'on disait. Et ça, c'est absolument prodigieux. Qui rayonne et qui résonne. Oui, les deux verbes, pour moi, sont évidemment tes poèmes associés, sont des espaces de résonance. Et pas seulement pour des raisons de sonorité. Oui. Alors, c'est ça, oui. Le langage a pu nous éloigner du monde, nous introduire dans des abstractions, et cependant, et pourtant, c'est grâce au langage, non pas aux mots eux-mêmes en tant que mots, mais
un certain usage des mots que nous retrouverons une présence première. Je ne fais que résumer ici ce que dit très souvent Yves Bonnefoy. Hein. Oui, de retourner à l'origine du mot. Par les moyens qui nous ont chassés dans l'exil que nous réintégrerons comment dirais-je, la sensation de plénitude que nous avons pu avoir autrefois. Alors, c'est un problème majeur, hein. Non seulement pour mieux comprendre et aimer Bonnefoy, mais c'est une façon de penser qui est propre à beaucoup de personnes, je crois. L'éloignement ou l'exil, etc., n'est pas définitif. Par certains moyens, nous pouvons retrouver ce qui a été perdu. Bien. Alors, c'est une attitude, au fond, qui remonte aux origines de l'humanité, hein, le paradis perdu, comment le retrouver, hein. Beaucoup de poètes ont essayé de répondre à cette question-là. Je pense à Novalis, et je pourrais citer beaucoup d'autres. Et toutes les sagesses orientales. Et l'Orient, bien entendu, nous aiderait. Alors peut-être ne faudrait-il pas parler d'État, et T-A-T-S, hein, mais de passage. Oui. Je crois que finalement, le mot-clé de tout ça, le mot qui peut nous aider à ne pas nous tromper, c'est celui de passage. Alors, on va citer Montaigne, je ne peins pas l'être, je peins le passage, disait Montaigne à une époque où on ignorait tout, par exemple, de ce que pouvait être le Tao. Hein. Je peins pas l'être, je peins le passage. C'est ça. Alors... Ouais. Mais en même temps, le passage est indissociable de ce qui ne passe pas. Dans la pensée chinoise, par exemple, ou dans la pensée taoïste, tu n'as pas l'un sans l'autre. Et dans ta poésie, je retrouve très fortement ce balancement constant, cette ambivalence. J'avais eu du mal à trouver un mot tellement je trouvais que tu inventais une figure de style qui n'existait pas, une espèce de mouvement de balancier entre des contraires. Et en fait, il n'y a pas de passage sans quelque chose qui s'y oppose et qui le constate. Sinon, finalement, c'est là où ta pensée poétique, je sais pas si les mots sont justes, me paraît extrêmement profonde et radicale. Et j'aimerais bien que tu développes peut-être cela. Et est-ce que ça a un rapport avec la voix intérieure que tu écoutes dans le silence ? Tu as dit cela lors du colloque, que le matin tu écoutes le silence, tu suis cette voix intérieure. Qu'est-ce que cette voix intérieure qui est certainement débarrassée de notre langage usuel? Moi, ça m'a beaucoup frappé cette expression, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'aurais aimé aussi, je pense qu'on reste aussi dans le sonore, hein, et dans ce problème du langage. Si tu pouvais développer dans ce sens, ça fait peut-être beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais ça se rejoint. Je pense que ça se rejoint. On reprend des fils. Au début de ta question, je pensais de nouveau à oui, mais les Chinois avaient inventé un mot beaucoup plus riche, qui est intraduisible, évidemment, c'est le noui. Le noui. Et j'avais autrefois intitulé tout un poème qui était à la fin d'un petit livre, Noui, hein, qui essayait donc de concilier les contraires. Et alors, évidemment, derrière ça, il y a
mon passage, tiens, dans le surréalisme, et beaucoup de choses, on va pas en parler, hein, ce serait évidemment démesurément long, mais ce qui m'avait surtout requis dans le manifeste de Breton, c'est dans le deuxième manifeste, il est un point de l'esprit, d'où le réel et l'irréel, la veille et le sommeil, etc., cessent d'être perçus contradictoirement. Et au fond, je suis resté surréaliste, hein, non pas sur le plan de l'esthétique, qui souvent m'agace, mais sur cette recherche-là, tout l'au-delà, mais dans cette vie, est-il écrit dans Nadja. Ça m'émeut toujours. Alors, j'ai pas encore répondu à ta question. Hein. C'était une question. Je pourrais peut-être la préciser ta question parce que il y a un mot qui me semble rassembler un peu tout ce qu'on dit là avec le passage, le Tao, etc. C'est un mot dont j'avais fait le relevé d'occurrence là au colloque. C'est le mot viatique. Et j'ai l'impression que le passage est ratifié par le viatique. Le viatique qui contient la via, qui est aussi donc le passage, le chemin. Par exemple, dans un des écrits les plus récents, Mais toi, rien ne t'annonce, je trouve voilà le mot, la poésie, la voyageuse, le viatique. Dans Et pourtant, alors là, je vais pas lire le poème, il est un peu long. Pareil, on trouve le viatique, hein, page 35 de Et pourtant. Ah oui. Voilà, est-ce que ce mot-là ne rassemble pas justement toutes ces idées de passage, d'écoute de l'autre, très bien. De ce dont on n'a pas encore parlé, de présence de la mort aussi. De vie qui est toujours en arrière-plan. Oui. Et qui une vie qui n'est pas sans souffrance, parce qu'on parle souvent, là on n'a pas encore évoqué, mais du rapport à la mort, à l'hôpital, qui est souvent présent. Vous l'aviez en plus cité à nouveau à la plus que présente. Il y a ce passage par l'hôpital. Qui est nommé très, très explicitement, d'une façon d'ailleurs qui est assez inhabituelle. Hein. Le CHR est là, bon, on a le compte-gouttes, etc. Est-ce que là, le mot viatique, et même en un sens politique, ne rassemble pas, ne coordonne pas tout ça? On peut l'employer. On peut l'employer. Et alors, Sébastien, j'ai un souvenir à propos de Roger Munier, très ancien. C'était à Aix-en-Provence, au palais de justice très impressionnant d'Aix-en-Provence, où l'on rendait hommage à Octavio Paz à l'occasion de ses 80 ans. Et Roger préparait une table ronde consacrée à ce très beau livre d'Octavio Paz, L'Arc et la Lyre, un livre spécialement consacré à la poésie. Et on préparait donc cette table ronde qui aurait lieu le lendemain, et Roger Munier disait que la poésie ne le concernait plus, que ce n'était pas son intérêt principal, etc. Et nous étions 2 ou 3 à côté de lui, poètes justement, et il nous disait, la poésie, au mieux, je l'envisage comme un viatique. Et cette mise au point m'avait frappé, et c'est depuis lors que j'emploie volontiers le mot viatique. Alors, je cite pas tout le temps mes sources, hein, et je crois très, très, très juste ça. L'art, la poésie, la musique, la méditation, etc., ce sont des viatiques. Alors, vers quoi? Ça, je l'ignore. Alors Pierre, j'ai été très frappée donc lors du colloque par le moment où tu as parlé de cette importance du silence du matin, de l'aube, hein,
et donc de l'écoute du silence, ce qui t'a amené à te brancher, je sais pas si le terme est exact, sur ta voix intérieure. Et je suis très intriguée par cette expression et elle me plaît beaucoup parce que finalement, ça peut recouvrir des tas de choses. La voix intérieure, ça peut être se laisser aller à sa sentimentalité, à sa subjectivité du moment. Or, j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça dans ta poésie. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur cette notion de voix? Alors c'est paradoxal, une voix intérieure en plus, elle ne s'exprime pas de façon sonore, et tu es à l'écoute de ce qui ne sort pas de façon sonore, et ça émerge sous forme de mots sur la page. Je trouve que c'est un processus là dont j'aimerais que tu nous l'éclaires. Oui. Ai-je employé l'expression voix intérieure? Oui. C'est un titre de Victor Hugo. Mais laissons Victor Hugo. C'est beaucoup plus un rappel de certains passages de Breton. Lorsqu'il parlait des mots qui cognent à la vitre le matin. Et à ce moment, entre sommeil et éveil, il y a une période de flottement, d'indécision, où la pensée rationnelle n'est pas encore en acte. Et à ce moment-là, eh bien, des fragments de paroles peuvent surgir comme si c'était des mots qui cognaient à la vitre, surgir, et parce que ce sont des mots souvent énigmatiques. Et on se demande ce qu'ils veulent dire. Et alors, à tout moment, à vrai dire, dans la journée, si nous sommes à la fois distrait et concentré, distrait du monde extérieur et de ce qu'on y fait, mais consacré sur ce qui peut surgir, ce qui peut s'annoncer sans prévenir. Et il y a des expressions à ce moment-là qui viennent. Et ces expressions, souvent, pour moi, donnent naissance à un poème. Et alors, ce sont, oui, le poème part d'elle, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça doit dire, et j'explore. Hein, j'explore pour plus ou moins lentement. Et ce qui veut dire qu'il y a toujours en nous une voix vraiment mystérieuse, si on me permet d'employer cet adjectif. Hein, et elle a, alors, c'est son caractère imprévisible que je devrais faire comprendre, c'est que je ne décide pas, je ne veux pas vouloir, hein, je ne décide pas d'écrire un poème. S'il doit venir, il viendra au bon moment, c'est-à-dire au moment où c'est le sien. Et avec ces bribes de voix, eh bien, c'est le poème qui s'annonce, qui commence. Voilà. Alors peut-être il faudrait employer une métaphore. Je l'avais fait dans l'entretien, dans mes réponses aux questions d'Isabelle Lévesque. Il faudrait supposer, on peut supposer, qu'il y a en nous une espèce de fleuve caché. Et le fleuve caché, c'est un beau titre de Jean Tardieu. Un fleuve caché qui s'écoule, hein, et de temps en temps,
on l'aperçoit. Et il faut lui ménager une ouverture pour le laisser couler, l'apercevoir. Enfin, je ne sais pas. Oui. Pour appuyer ton propos, Sabine, et puis pour appuyer ce que vous disiez juste à l'instant, Pierre, je voulais lire le dernier petit texte qui est dans le recueil qui s'intitule « Et pourtant chez Arfuyên », parce que je pense que ça dit bien aussi ça. Une voix est en nous sans être à nous. Dans la traversée des poèmes, nous la dilapidons, nous l'aidons à vivre. Tous les temps approuvent. L'air natal ne meurt pas. L'air libre. Il me semble que ça dit bien, et oui. c'est, je pense, le dernier petit texte qui clôt ce recueil. Alors, peut-être... on a bien vu tout le long de notre entretien que on pourrait parler pendant des heures avec Pierre. Alors je vous propose peut-être de terminer si vous avez encore des questions, et puis ensuite moi j'aurai une dernière petite un dernier propos si vous le voulez. Sinon on peut continuer, c'est pas un souci. Oui, je pense que c'est très important ce que vous dites, et ça m'évoque le total contraire. Il y avait Echnoz qui parlait à un moment donné de sa manière d'écrire des romans, là, qu'il publie chez Minuit, et qui m'avait été très étonné, parce qu'il m'a dit « Je n'aime pas quand un personnage m'échappe. J'ai besoin de maîtriser. » Alors je m'étais dit « Waouh, bon, j'aime pas trop Echnoz, donc ça m'a donné, voilà, ça m'a donné des arguments supplémentaires pour ne pas l'aimer. Et je pense au contraire que dans la poésie, dans le poème, et c'est là aussi un refus d'autorité, l'auteur n'est pas l'auteur. Alors, de façon un peu abstraite, je trouvais que Blanchot l'avait assez bien dit, bon, en termes philosophiques, mais il disait que, en gros, dans la littérature, on a affaire à une subjectivité sans sujet. Ça, il y a une subjectivité, mais il n'y a pas de sujet. Ce qui revient au fleuve intérieur, et ce qui est encore une manière un peu, anarchiste, pour employer les gros mots, pour faire plaisir à Franck, de qualifier le poème. Le poème est profondément anarchiste ou anarchique, et il désautorise l'auteur de lui-même au sens le plus large, de désautoriser. Hein, c'est peut-être une petite chose qu'on peut dire sur le statut de l'écrivain lui-même, quoi, face au poème, et donc pas face à la poésie. Et la poésie, au contraire, c'est ce qui nous donne des médailles, quoi. C'est le jury, c'est ce qui est célébré par les jurys. Le poème n'est pas célébrable par des jurys. Contre justement cette posture de l'auteur. J'ai envie de dire oui, parce que c'est exactement cela. Non, je disais juste que voilà, sans sujet. C'est ça. J'aime que le poème m'échappe. Voilà. Oui. Non, j'ajoutais juste que tu étais contre la posture d'auteur de toute façon. Voilà, tu le dis. Il y a une dimension métapoétique de tous tes textes, et constamment dans tous les recueils, tu l'affirmes évidemment. Il y a une forme d'humilité chez toi, qui est celle-là justement. Notamment depuis le retour et le chant. Oui. C'est clairement expliqué. Et c'est pas explicite. Si, en effet, le livre s'achève par l'expression « l'air libre ». Avec tout ce que cela, évidemment, évoque. Donc oui, je disais, on va clore ici cet entretien, mais donc du coup, ma dernière question que j'oublie une fois sur deux, mais là je vais pas oublier, c'est est-ce que on pourrait faire un petit tour de chacun d'entre vous, et que si vous vouliez bien nous dire des recueils de poèmes que vous avez appréciés ces derniers temps, des auteurs, des titres. En dehors de Pierre. Et Pierre aussi, en dehors de Pierre, oui. D'accord, non, mais c'est pas des recueils de Pierre. Non, mais des recueils de Pierre, on a bien compris que tous autour, on aimait beaucoup. Mais et de toute façon, je vais citer beaucoup de recueils dans la vidéo.
Ben là, comme ça, enfin moi, comme je travaille beaucoup sur Pierre en ce moment, j'aime tous les derniers recueils de Pierre, notamment Mais rien, toi rien ne t'annonce. Non, mais moi je relis en ce moment beaucoup Bonnefoy et Jacotet, voilà. Donc je relis un peu mes classiques. Sinon, dans la poésie contemporaine, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui m'a absolument frappée? Oui, non. Bah, de l'immobilité de Douve, j'ai plus le titre exact de Bonnefoy. J'ai relu Du mouvement et de l'immobilité de Douve, d'Yves Bonnefoy, que j'ai relu cet été. On a partagé d'ailleurs, hein, Sabine. Et tu avais dit à quel point tu avais été, toi, subjuguée. Et c'est une merveille, oui. Oui, parce qu'il y a la mort qui est toujours là, quelque chose de qui touche sans qu'on sache vraiment mettre le doigt. Oui, voilà. Mes dernières lectures. Oui, alors moi aussi je baigne beaucoup dans l'œuvre de Pierre, forcément. Alors je partage en effet ce goût pour ce recueil de jeunesse, je crois, hein, de Bonnefoy. C'est le premier. Alors je suis très imprégnée aussi de l'univers de Jules Supervielle. Voilà. Et en fait, quand j'écris modestement moi-même, je crois qu'il y a deux poètes, il y a Pierre et il y a Jules Supervielle derrière moi, comme des anges gardiens. Bon, après, j'aime beaucoup d'auteurs, voilà, mais j'ai envie de dire ma dette un peu envers Supervielle, qui est pour moi un poète pur, voilà, pur. Et parce qu'on peut pas le définir, c'est de la poésie, on entre dedans ou on n'y entre pas, mais voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Ben, tu as déjà un micro, Pierre. Oui, alors me voici ange gardien. Je vais dire un mot. À toutes les deux, Sabine, je ne citerai pas Bonnefoy parmi les auteurs que je lis en ce moment, mais s'il y a un livre de Bonnefoy, un recueil de poèmes que je recommande au-dessus de tous les autres, c'est Dans le leurre du seuil, parce que ce n'est plus la mort qui obsède alors Bonnefoy, mais l'enfant qui naît. Oui, c'est ça. Mais je vais le lire, je reprends depuis... Il faut lire dans le leurre du seuil. Alors, je citerai un livre publié cette année par une amie, Patricia Castex-Meunier, un livre où elle évoque la mort de son mari, le poète Werner Lambercy, c'est Contre-jour, aux éditions L'Herbe qui tremble. Alors j'étais en train de regarder mon téléphone de façon très impolie parce que j'ai tendance à oublier, là je suis un peu fatigué, ce que je lis en ce moment. Et une poétesse, Pauline von Asch, AESCH, chez Éric Pesty. Alors c'est une poésie que je qualifierais un peu, quelquefois je le dis de façon péjorative, un peu de Wittgensteinienne, c'est-à-dire un peu de... je sais pas comment dire ça, un peu sèche, un peu apparemment calculé, fragmentaire, très très maîtrisé, mais il y a quelque chose d'assez fort. Et son dernier recueil, là, Mon antérieur visage, qui est assez beau, qui est troublant dans sa sécheresse et dans sa fragmentation presque lapidaire. Un autre recueil qui m'avait beaucoup marqué, je suis désolé, là, il faut que je regarde pour retrouver le titre, j'en parlais tout à l'heure, d'un ami qui s'appelle Romain Frésato, et qui est très très beau, son premier recueil, À la crypte. Voilà, et Romain donc a publié, le titre est évocateur, Comme un David aux testicules tombés. C'est un recueil, qui m'a vraiment, je le vois ce soir Romain, c'est un recueil qui m'a vraiment ébloui, qui est d'une langue très moderne, très Franck connaît ce recueil, j'avais trouvé que c'était comme un météore qui était tombé. Alors dans un deuxième recueil qu'il a publié à l'Atelier contemporain, c'était un autre style, une autre voix, parce qu'il en a deux de façon très très étonnante. Mais ce recueil, À la crypte, je vous le recommande vraiment, il est assez étonnant. Et bien sûr, je me suis replongé pour finir je devais écrire un article sur lui pour un numéro de la revue Conséquences à venir, dans l'œuvre de Guy Viard, qui est pour moi qui était un peu le Rimbaud des temps modernes.
Et oui, c'est une œuvre magnifique, hein, difficile à supporter, là aussi fragmentaire, très noire, très sombre. On est à l'opposé de la poésie de Pierre, mais je trouve que là, il y a les deux pôles d'une certaine voix, hein, dans un rapport tenu au réel dans les deux cas. Et Guy Viard, oui, c'est magnifique, c'est incroyable. On peut par exemple lire Devant le sel, c'est ça le titre, hein, Devant le sel aux éditions Une, hein, ou Jaune aux éditions Ficile, hein, qui est un très beau recueil. Voilà, c'est 2-3 suggestions du moment. Mais Sébastien, on parle évidemment de poèmes fluides ou limpides aujourd'hui que je publie, mais il y a eu une époque ancienne évidemment où j'ai écrit et publié des poèmes très sombres, et oui, il y a tout un mouvement qui parcourt une vie, et peut-être est-ce un mouvement dialectique, hein, et le troisième temps, j'ai employé un mot allemand pour faire plaisir à Sabine, le Aufhebung. Hein, si je me permets de commenter un mot de Hegel, hein, c'est un dépassement, mais ce dépassement ne n'oublie pas tout ce qui précède, il maintient et il dépasse. Voilà. Et je crois que, sauf évidemment imprévisible, j'en suis là. Tu fais ton Aufhebung. J'en suis à l'Aufhebung. C'est pas un coming out, c'est un Aufhebung. Oui, donc du coup, je vous propose d'arrêter là cet entretien. Je voulais bien sûr remercier Sabine de Wulf, Sabine Zuberek et Sébastien Houët d'avoir permis que cet entretien existe, et un chaleureux merci à Pierre d'avoir accepté, et puis voilà, merci à tous. Merci Franck. Merci Franck. Franck et Aloïs derrière la caméra. Oui.